bonsoir à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Riwist, ce soir sur le mode Club de la Presse, avec les journalistes de la presse insulaire, à commencer par vous, Marion Galland. Vous êtes journaliste à RCFM. Bonsoir. Jérôme Paoli pour Parole de Corse. Bonsoir Jérôme. Et l'excellent Dominique Moret de France 3 Corse. Bonsoir à vous, Doumé. Alors, beaucoup d'actualités cette semaine, à commencer par cette conférence de presse annonçant la création d'un nouveau FLNC, le FLNC Mario Wintoun, qui dit regrouper des patriotes issus de différentes composantes du FLNC, comprendre des militants issus des organisations aujourd'hui en sommeil, comme l'Union des combattants et le 22 octobre, un mouvement clandestin qui parle de redéploiement tactique et qui met en garde l'État. Écoutez. Il est temps de signifier à la France toute la source des revendications du peuple corse pour obliger l'État français à s'engager sur la voie d'un processus de reconnaissance des droits historiques du peuple corse. Marion Galland, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu d'images comme celle-ci. Vous y croyez à la reprise des actions violentes ? Alors, on va attendre de voir. Hein. Déjà, on est sur un timing qui est sans doute pas un hasard, même si les représentants là, disent que c'était juste prévu pour l'anniversaire de la naissance du FLNC. On a quand même un texte qui parle quasiment uniquement de politique. Donc il faut voir si c'est juste une apparition de circonstances pour les élections, pour ce qui se profile, etc. ou pas. On a aussi été habitués quand même qu'avec l'apparition des groupes à avoir des apparitions avec des revendications, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, on a un dispositif peut-être un peu plus impressionnant, si on peut employer ce mot, que les derniers groupes qui sont apparus. Maintenant, il va falloir attendre, voir un peu sur la distance, on va dire, ce qui va se passer, quoi. Sur la méthode, sur le discours aussi, ça semble un petit peu plus structuré que ce qu'on a vu ces 2 dernières années, on dira. Oui, là, il y a un communiqué très politique, hein, d'abord très institutionnel, avec carrément des articles de la Constitution qui sont mentionnés, ce qui est assez novateur. Il y a une charge assez forte contre la majorité territoriale et contre PA-Gourd. C'est une victoire dite historique, ce qui signifie que le vocabulaire qui a été employé n'était pas le bon. Et puis, il y a également un passage sur gagner le combat des idées. C'est clairement une façon de dire, c'est un mot qui est revenu souvent dans les propos de Jean-Guy Talamogne. C'est clairement une critique à l'endroit de cette majorité. Voilà, un texte structuré avec également les thématiques que l'on connaît sur la dépossession, sur les monopoles. Ça change effectivement par rapport à ce qu'on avait entendu. En revanche, vous le disiez, Marion, redéploiement tactique, c'est pas vraiment... est-ce qu'on parle de lutte armée, est-ce qu'on parle de reprise, je ne sais pas. Je pense que c'est quand même quelque chose de très circonstanciel qui s'inscrit beaucoup dans la campagne. Alors, c'est vrai que dans le communiqué, il n'est pas fait mention d'actions violentes à venir réellement. En tout cas, c'est ce qui a été dit, on dira hors communiqué, hors conférence de presse, qu'ils étaient prêts à repasser à l'action et que ça dépendrait bien entendu de l'évolution de la situation. Quand vous avez vu ces images... Je crois que c'est une intervention qui intervient dans un contexte où il y a une tension forte avec l'État, donc il s'adresse aussi à l'État. Et puis c'est un rappel à l'ordre, je pense, aux nationalistes élus pour leur dire restez sur les fondamentaux. Donc ça tombe dans un moment très précis. Après, est-ce que derrière ça va se décliner, on peut pas savoir aujourd'hui. Mais le fait que ce soit, bien entendu, pendant la campagne des élections, c'est pas un hasard, selon vous ? Ah non, c'est pas un hasard. Je pense qu'il y a même un rappel à l'ordre vis-à-vis du président de l'exécutif, enfin de tous les composantes nationalistes, en disant attention, les fondamentaux, c'est ça, et tenez en compte. Ouais, je pense que le calendrier joue pour eux, en quelque sorte, dans le sens où ça permet, le 5 mai, permet à la fois de célébrer l'anniversaire de la création du FLNC, et puis ça cadre avec une campagne qui était prévue en mars. Alors si elle avait eu lieu en mars, peut-être que la clarification aurait été autre, si les élections avaient eu lieu en mars. Là, maintenant, en mai, ça permet de dire à la fois on n'est pas dans la campagne, mais clairement, le texte est là pour dire autre chose. Par contre, est-ce qu'ils ont la capacité, parce que est-ce qu'ils ont les hommes, je ne sais pas, est-ce qu'ils auront la capacité d'agir? On n'est pas à 45 ans. Aujourd'hui, il y a des arrestations régulièrement. Il y a des forces de l'ordre qui sont en ordre de marche et qui fonctionnent beaucoup mieux. Il y a des téléphones portables, il y a des moyens techniques qui sont autres. Partir sur une lutte armée longue, ça semble compliqué. Après des actions sporadiques, c'est peut-être un peu plus facile, je ne sais pas. Marion, vous êtes spécialiste faits divers RCFM. Vous avez souvent quand même des contacts aussi avec les forces de l'ordre, les enquêteurs. Est-ce qu'il y a quand même une vigilance sur cette question du nationalisme en Corse, une potentielle reprise de la lutte armée, ou on n'y croit plus ? Alors, il y a une vigilance, évidemment. Je pense que, comme disait Dominique,
à de grande ampleur, comme on a pu le connaître dans les années 70-80. On n'y croit plus vraiment, tout simplement parce que les moyens de la police scientifique ont évolué considérablement. Qu'aujourd'hui, en gros, on va dire sur un attentat, une fois sur 3, les charges n'explosent pas. Et à chaque fois qu'une charge n'a pas explosé, on a de l'ADN. Donc c'est très compliqué. Par contre, il y a une inquiétude réelle sur des actes isolés. Parce qu'on sait que c'est dans les moments un peu de fragilité comme ça, sur des périodes compliquées, où on peut avoir des individus en marge qui vont commettre un acte isolé. Et les actes isolés ont souvent des conséquences beaucoup plus grandes que ceux des organisations structurées. Sur une violence totalement débridée, même dans la rue aussi, ça complètement. Et souvent pas réfléchi. Alors c'est vrai que ce qui peut être rassurant, c'est comme on disait, c'est que ce communiqué, il est réfléchi, il est écrit. Mais je pense que la peur des autorités, elle va plus sur un acte isolé. Une bonne appréciation pour ce communiqué. Vous, Jérôme, en plus, le FLNC, j'allais dire, la lutte armée, c'est presque plus dans la tendance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nationalistes, y compris le président de l'exécutif, sont toujours... ça doit se faire dans le dialogue, la paix et la discussion, l'avancée institutionnelle, elle doit se faire par ce chemin-là. Donc, j'allais dire, l'opinion nationaliste, il n'est pas dans la logique aujourd'hui, je pense, de dire il faut reprendre les attentats avec une vraie structuration. Ouais, mais dans Après, ça n'empêche pas les actes isolés. Dans l'électorat, il y a des déçus. Nationaliste, il n'y a pas une opinion uniforme. Il y a ceux qui veulent aller mais la tendance plutôt globale, vers c'est un quand même l'apaisement. centre-droit, centre-gauche. Et puis, il y a une tendance qui clairement dit qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qu'il faut faire un rapport de force avec l'État. Alors, combien sont-ils là-dedans? Je ne sais pas. Peut-être suffisamment pour certains groupes. Ce communiqué, il est peut-être suffisamment parlant pour un certain électorat, en tout cas, qui pourrait se retrouver sur l'une des listes qui se présenterait comme qui aurait un discours un peu plus radical, je dirais. C'est peut-être pas une référence, mais si vous avez regardé un peu les réseaux sociaux ces derniers jours en réaction à la parution du communiqué, il y a beaucoup de messages de gens qui disent enfin, qui attendaient ça. Il y a beaucoup de déçus ou de... Alors après, est-ce que ça se traduira dans les urnes ou ailleurs? La question, c'est ce qui réapparaît parce qu'il y a une déception de la part des nationalistes au pouvoir. Non, mais il y a surtout cet appel à... En partie, je pense quand même. C'est cet appel à reformer le triptyque historique, lutte institutionnelle, lutte armée, lutte de masse. Et il y a beaucoup, on insiste beaucoup dans ce communiqué sur la lutte de masse. Ils appellent les Corses à descendre dans la rue. Il y a aussi ça qui est assez important dans la lutte de masse. C'est vrai qu'on en parle souvent. On a entendu en 2014, lorsqu'il y a eu la démilitarisation qui a été annoncée, que la lutte de masse allait prendre le pas. Puis finalement, c'est la lutte institutionnelle, entre guillemets, qui a pris le pas, du moins l'occupation, ou on va dire, oui, une certaine façon d'occuper les institutions qui a pris le pas. Finalement, le reste a été totalement oublié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un parti fort aujourd'hui, et y compris à Femagour, qui est peut-être le parti le plus important, celui qui dirige le parti est un député, et on imagine mal un député de la nation monter au créneau, faire des manifestations, c'est possible, effectivement, mais dans les faits, un député, c'est quelqu'un qui participe à des commissions et qui est, en quelque sorte, dans le ronron du fonctionnement. Ça revient à ce que je disais, c'est qu'on est plus dans une logique institutionnelle. On discute dans le cadre des institutions, plus pas que... tous. Pas tous, mais la tendance globale, elle est peut-être là. On va revenir justement sur ce point, sur l'institutionnel, la dimension institutionnelle de ce communiqué. On est loin de la remise en question du système. Les clandestins appellent d'ailleurs à ne surtout pas quitter ce terrain-là. Écoutez-les. Nous n'appelons pas à l'abstention, mais à voter en conscience pour les listes de candidats se réclamant du nationalisme sur des bases claires. Les 7 prochaines années ne devront pas être celles de la gestion d'une productivité, mais celles de l'élaboration d'un projet de société en vue de l'émancipation nationale du peuple corse. Un mouvement clandestin qui appelle à voter aux élections, ce qu'il y a de nouveau, c'est un peu depuis 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un communiqué en 2010, et à l'époque je crois que c'était l'Union des combattants, qui disait que pour la première fois, c'était dit, l'Assemblée de Corse pouvait être la matrice institutionnelle du changement. Je ne me rappelle plus des termes exacts, mais c'était un petit peu ça. Et donc quelque part, 4 ans après, il n'y a plus de lutte armée, parce que si on estime que les institutions peuvent apporter le changement, il n'y a plus de place pour la lutte. Là, il y a à la fois un discours sur la lutte et un discours sur les institutions. C'est assez paradoxal finalement. Oui, on revient à ce qu'on disait sur le déploiement tactique. En gros, ils veulent se présenter en disant attention, on est là, si jamais ça ne se passe pas
comme on aimerait que ça se passe au niveau institutionnel, peut-être on sera là. C'est un peu l'inverse de ce qui s'était passé quand il y a eu la démilitarisation, où on avait dit on arrête pour donner la chance de voir ce qui peut se passer au niveau institutionnel. Là, c'est l'inverse. C'est OK, mais on est là, quoi. Ouais, petite précision, c'est-à-dire qu'il y a le débat qu'on a ici aujourd'hui, et puis moi je regardais hier soir les grandes chaînes d'information. Le débat national, il est aujourd'hui sur un homme qui tue sa compagne, enfin je ne sais pas si c'est lui ou pas, s'il est présumé innocent ou pas, mais en tout cas il y a ça. Il y a un policier qui est assassiné. Le débat a porté sur les armes. Donc c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui dans le débat national un discours sur la répression en règle générale, et ici en Corse aussi, il y a des collectifs, et en règle générale on demande plus d'État, plus de peines d'emprisonnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce discours-là, peut-être qu'il peut faire écho auprès d'une certaine opinion, mais quand même, il est un petit peu à contre-courant de ce qu'on entendait il y a des années, y compris par les partis de gauche. Parce que longtemps, les partis de gauche ont dit qu'il fallait un petit peu contester, etc. Aujourd'hui, la contestation, il faut voir les formes qu'elle prend. Et quand on fait un faux pas, eh bien, il faut des années de prison derrière. Donc, je ne sais pas quel peut être à long terme. Et juste un détail, mais... ce communiqué arrive un jour où, à Ajaccio, il y a des dizaines de journalistes nationaux et internationaux qui sont là pour Napoléon. Moi, je me dis à ce moment-là, il va y avoir une grosse couverture nationale parce qu'il y a vraiment énormément de journalistes. Et il n'y a rien eu. Je pense qu'il y a peu d'écho, parce qu'il y a peu de sympathie finalement pour les armes aujourd'hui, pour ces éléments-là, parce que depuis 2001 déjà, le terrorisme est vu autrement, et puis après il y a eu les attentats, une législation qui a changé. Les mentalités ont quand même beaucoup évolué, je pense. Je vois que vous êtes bavard, Dominique, en revanche. Ça n'a pas été repris par énormément de médias nationaux. Par contre, ça fait réagir la classe politique. Bon, on est en campagne, mais on va écouter un petit medley de réactions. Je peux comprendre, comme je l'ai déjà exprimé ces dernières heures, le désarroi, la perte de repères de très nombreux militants au regard d'un certain nombre de choses, et notamment de la désunion qui aujourd'hui est la règle. Mais pour autant, je pense qu'on ne doit pas revenir en arrière et que tout retour à la violence politique et à la clandestinité serait une erreur grave. Il y a le sentiment que la mandature nationaliste à la collectivité territoriale n'a pas répondu aux attentes de l'ensemble du peuple corse souverain qui voyait l'avènement d'une ère nouvelle, de changement, de bouleversement. Il n'en a rien été. Et sur l'analyse de ce texte, moi j'en partage les axes principaux au niveau politique. On ne construit pas un pays, on ne rétablit pas la démocratie, on ne développe pas un pays en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. C'est un combat de longue haleine qui peut être quelquefois ingrat, mais c'est ce chemin-là qu'il faut continuer à suivre avec la même détermination. Et sans violence. Et toujours sans violence, bien sûr. Je trouve que cette déclaration est hasardeuse à la veille d'un scrutin capital, d'une importance capitale pour la Corse, et qu'elle peut au contraire aller à l'encontre des intérêts de la population de la Corse. Je crois que nous devons rester sur le terrain démocratique où chacun a le droit de faire valoir ses idées, de les défendre, mais je crois aujourd'hui que ce recours à la violence serait vraiment, je dirais, un retour en arrière très préjudiciable pour notre île. Beaucoup de réactions, assez rapides d'ailleurs, on est en campagne. Oui, alors les réactions elles sont de plus en plus rapides parce qu'aujourd'hui, les chaînes d'infos continuent ont changé aussi la façon de traiter l'information. Oui, mais les témoins pour les derniers communiqués... On appelle et les gens réagissent. Mais oui, effectivement, tout le monde est en campagne et tout le monde veut s'adresser à ses électeurs. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le prisme politique de ces réactions... tout le monde dit, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, tout le monde dit c'est le dialogue et la voie institutionnelle qui doit être utilisée pour discuter. Personne n'est d'accord avec eux. Oui, mais en même temps, on parle de candidats... Il y en a quand même un qui a dit que l'analyse n'était pas mauvaise. Non, mais on ne parle pas du fond, on parle de la forme, la façon d'avancer. Jean-Christophe Angelini aussi a dit qu'il pouvait comprendre le désarroi. Oui, c'est une façon de critiquer également Simeone. Mais, voilà. Mais en même temps, ce ne sont que des candidats aux prochaines élections. Justement, on va continuer à parler de cette campagne qui commence péniblement, mais qui commence après plusieurs semaines de silence. Gilles Simeone a enfin pris la parole dans une vidéo sur le mode allocution présidentielle, avec un peu moins d'éclairage, bien sûr, et sans la Marseillaise, bien entendu. Alors, le président de l'exécutif est bien entendu candidat à sa propre élection, mais cette fois-ci seul, au moins au premier tour, balayant ainsi une possible union de premier tour avec le PNC, ça on le savait déjà, mais aussi avec Coursiga Libre. On écoute un extrait de l'interview de Gilles Simeone mardi soir sur notre plateau. Je pense qu'il était de notre responsabilité commune, la mienne en premier, mais également celle
de mes partenaires de construire une offre qui s'inscrive à la fois dans la continuité des engagements pris en décembre 2017 devant les Corses et entre nous, et dans une logique d'ouverture réaffirmée en concrétisant encore mieux les principes que nous étions engagés à défendre. Cette offre, je l'ai formulée à mes partenaires avec des conditions, me semble-t-il, précises. Elle n'a pas été retenue, j'en prends acte aujourd'hui, et je considère qu'il est de ma responsabilité, au moment où nous sommes à quelques semaines du premier tour d'élection, de constater que le PNC d'un côté, Corsica Libre de l'autre, pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont d'ailleurs différentes, n'ont pas souhaité s'inscrire dans une dynamique qui est dans la continuité de ce que nous avons commencé à faire en décembre 2015 et poursuivi en décembre 2017. Alors Gilles Simeone fait porter la responsabilité en quelque sorte de la désunion au PNC et à Corsica Libre. Alors Corsica Libre n'a pas vraiment apprécié. Dans un communiqué, hier, le mouvement indépendantiste déclare « Devant le peuple corse, nous réaffirmons que rien ni personne ne peut, même en utilisant le mensonge, nous faire porter la responsabilité de cette désunion dont les cadres de Femagor sont les seuls responsables. À eux d'avoir le courage d'assumer une situation dommageable qui vient mettre à mal les espoirs suscités par l'Union et hypothéquer l'avenir politique de la Corse. » Ils n'ont pas vraiment apprécié les propos de Gilles Simeone. Oui, on voit que pour l'instant, on se dispute la responsabilité de la désunion. Je pense qu'il va falloir passer outre et avancer, parce que ça fait quand même des semaines qu'on sait tous, plus ou moins, que ça va se passer comme ça. Après, les choses sont compliquées. Tout le monde, évidemment, parle de Jean-Félix Acquaviva et de ses déclarations. Ça a peut-être été l'étincelle, mais ça a juste été l'étincelle qui a allumé quelque chose qui existait depuis déjà plusieurs mois. Mais quand on entend ces propos de Jean-Félix Acquaviva qui dit en quelque sorte qu'il faut suivre le chef, quoi. Qu'il faut suivre le chef, qu'il se réserve le droit de faire un remaniement ministériel, on dira, au sein du Conseil exécutif si le bilan n'est pas bon, c'est une drôle de notion de l'union quand même. Oui, bon, c'est vrai que c'est une façon... Je pense que c'est... cette campagne, elle illustre, on va dire, les antagonismes déjà anciens qui, à un moment donné, se sont tus entre Jean-Félix Acquaviva d'un côté et Jean-Christophe Angelini. C'est très vieux, ça remonte à l'université. Un était le leader de la Juventud Pauline, l'autre de la CSC. Il y a un moment où les choses, sous, on va dire, la direction de Gilles Simeone, se sont apaisées, puis ça a repris le dessus. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes querelles idéologiques entre eux. En revanche, il y a plus peut-être une question de préséance et de place. En revanche, comme vous le disiez, Marion, le débat il est déjà ancien. On se rappelle que il y avait une fusion qui était annoncée par Femagor, parce que Jean-Christophe Angelini était d'accord pour cette fusion, et puis elle ne s'est pas faite. Le PNC a dit on va continuer à rester ensemble. Et déjà là, on comprenait que voilà, l'édifice qui allait durer 10 ans, paix à Gourtigre, peut-être qu'il allait s'effondrer avant. Mais ça fait un moment que FEM essaye d'avoir le leadership et d'être le patron, quoi, en fait, dans cette histoire. Donc c'est pas nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a une primaire, finalement, où chacun va mesurer ses forces, et puis on verra au deuxième tour comment ça va. C'est pas vraiment une primaire, parce que ceux qui n'atteignent pas les... Ça y ressemble, parce que... Non, parce que ceux qui n'atteignent pas les 5%, s'il y en a qui n'atteignent pas les 5%, ils seront... Ça s'appelle perdre une primaire. Mais pour la dynamique... Parce que l'idée, c'est quoi ? Ce ne sont que des rapports de force politiques. C'est quel parti va prendre le dessus, et ce qu'avait dit Jean-Philippe Acquaviva, c'est se compter, mais il y a un patron. C'est se compter, c'est vrai, mais ils vont se compter. Ça peut être dangereux quand même. Ça peut être dangereux parce que pour la première fois, il y a un candidat en face qui est un candidat qui peut susciter l'adhésion, c'est Laurent Marcangeli. Et une droite unie. Une droite unie, parce que voilà, qui fait campagne. Où c'est dangereux politiquement, c'est que les nationalistes ont gagné parce qu'ils avaient été unis. Aujourd'hui, je pense que les nationalistes ont gagné parce que le système politique corse s'est effondré. Il y a eu aussi une unité, il y a eu un une bloc. Unité aussi, mais maintenant, effectivement, ça ouvre d'autres portes. Le fait qu'il y ait une désunion ouvre d'autres possibilités et d'autres équations qui peuvent être montées au deuxième ou au troisième tour. Ce qui est difficilement lisible quand même, c'est que les divisions, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Gilles Simeone aurait pu retirer les délégations de Jean-Christophe Angelini s'il l'avait voulu, ou même convoquer une nouvelle élection, de dissoudre l'Assemblée, par exemple, s'il avait souhaité. C'est une crise politique. Ça aurait créé une crise politique. Pour le coup, il n'y a plus de possibilité. Paul Jagord a retiré les délégations d'Emmanuel Gentile, par exemple. Emmanuel Gentile a rejoint Gilles Simeone. Là, on part. Sauf à moins imaginer que Jean-Christophe Angelini rejoigne Laurent Marcangeli, ce qui semble tout à fait improbable. Avec Jean-Charles Orsuch, c'est peut-être un petit peu différent. Les accords sont peut-être possibles avec plusieurs têtes de liste. Mais s'il avait retiré une délégation, c'était pas une désunion, c'était pas une guerre. En 2017, les divisions existaient déjà et ils ont choisi au premier tour de partir unis. Et ils choisissent de se compter aujourd'hui où il y a un challenger qui est peut-être plus crédible, en tout cas
plus en capacité. Plus que les deux de droite auparavant. Voilà, parce que de faire un gros score au premier tour, c'est assez étrange. Et surtout, Gilles Simeone attend que Jean-Christophe Angine soit l'homme fort de Porto Vecchio, maire de Porto Vecchio, pour faire Après, je pense que les bases, deuxième tour, hein. Donc, les bases se sont quand même un petit peu élargies, parce que si vous voulez, Gilles Simeone, en allant chercher d'autres personnes sur sa liste, on parle d'Angèle Bastiagne, on parle d'autres qui ne sont pas vraiment nationalistes, mais qui ne sont pas très éloignés des idées progressistes et qui peuvent être compatibles. Lui élargit sa base. On voit qu'il y a des militants, on en parlait tout à l'heure avec ce communiqué, qui eux rassemblent une base beaucoup plus dans le socle des nationalistes. Donc quelque part, on est dans une dynamique avec un socle qui reste le socle et une volonté d'extension. Après, il faut faire attention parce que à l'heure actuelle, même si toutes les listes ne sont pas déclarées, on se dirige vers une dizaine de listes. Bien sûr. Pour faire 7%, quand on a 10 listes, il faut s'accrocher. Hein. Vous avez parlé du second tour, vous y croyez, une union au second tour en 48 heures, ce qui n'a pas été possible de faire en un an, on dira. On sait très bien que le temps s'accélère entre les deux tours. Et puis Rien n'est jamais impossible. C'est la réelle politique. Avec peut-être Angèle Bastiagne d'un côté et Joseph Mattei de l'autre, qui ne s'entendent pas forcément aussi, ça risque d'être assez mouvementé quand même. Pas que intéressant, mais on ne parle toujours pas d'idées à 5 semaines d'une élection. C'est aussi, c'est quoi les projets, c'est quoi les programmes. Il faudrait aussi qu'à un moment donné, on passe à ça. D'autant qu'on ne va pas avoir de meeting non plus cette année, ça va aussi être quand même quelque chose qui risque de jouer. Mais on sera obligé d'augmenter notre offre sur la campagne à la télé, à la radio. Je suppose que nos confrères aussi de la presse insulaire le feront. On va passer au dernier sujet de cette émission, qui est à la fois politique, social et sanitaire. C'est le combat de l'association INSEM, est déterminé à faire respecter les engagements pris par Agnès Buzyn et Jacqueline Gouraud en ce qui concerne la prise en charge du deuxième accompagnant pour les enfants soignés sur le continent. Alors, une manifestation rassemblant plusieurs centaines de personnes s'est déroulée devant la préfecture ce mercredi, avec de nombreux élus aussi. Et au même moment, l'association a rencontré la direction générale de l'ARS. Au sortir, c'est la déception. Marie-Hélène Le Sen a confirmé que l'engagement pris par le gouvernement ne pourra pas être tenu pour des questions juridiques. Pas de publication du fameux décret en vue, donc, mais une pérennisation de l'existant, c'est-à-dire un régime dérogatoire, mais qui n'est pas inscrit dans la loi, qui n'est pas forcément reconductible d'une année sur l'autre. Le compte n'y est pas pour Laetitia Couy. Alors, on entend des réponses très techniques à des demandes qui ne le sont pas. Jérôme, sur cette question-là ? Moi, ce que je trouve dramatique dans cette affaire, c'est que, bon, évidemment, la revendication, elle est plus que légitime, il n'y a même pas de discussion là-dessus. C'est la crédibilité de la parole politique, parce que même Emmanuel Macron, quand il est venu en Corse, a annoncé ça. Et ça veut dire qu'on peut annoncer n'importe quoi. On fait une annonce et derrière, ça ne suit pas. Donc c'est ça qui est dramatique. C'est la remise en cause de la parole politique. Les engagements du ministre de la Santé jusqu'au président de la République. Et derrière, on dit, vous avez mal compris. Ça pose aussi la question de la valeur de la parole des préfets, parce que, souvenez-vous, Josiane Chevalier, et puis ça fait écho quand même à ce qui s'est passé à Haute-à-Porto il y a quelque temps, où là aussi il y avait un engagement, c'est ce que dit Pierre-Paul Le Pianel, le maire de Porto, il y avait un engagement de la préfète de ne pas exclure le couple qui occupait le logement dont on a parlé il y a 2-3 semaines ou peut-être un mois, et puis finalement un jour il voit arriver les gendarmes à la maison. Donc c'est vrai qu'il faut quand même se poser la question de la valeur d'une parole. Je pense qu'il faut voir aussi la limite de la parole politique par rapport aux possibilités législatives. Parce que là, je pense que la volonté d'Emmanuel Macron, quand il est à la préfecture d'Ajaccio, il dit que ce sera fait, je pense qu'elle est entière. Personne, lui le premier, ne va dire non, je ne veux pas. Si derrière, techniquement, c'est pas possible. C'est que l'administration n'a pas suivi. Le problème, c'est qu'un décret comme celui-là, si on ouvre un décret comme celui-là, ça ouvre des possibilités pour d'autres régions. Et ce serait aussi bien, nous, on va sans doute pas s'y opposer, mais ça ouvre pour toutes les régions comme la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, etc. Il y a un coût, forcément. Et ne le faire que 400 000 € par an pour la Corse, par exemple, c'est vraiment pas grand-chose. Pour la Corse, je pense que ce serait anticonstitutionnel. C'est ça le problème. Donc, oui, ils n'ont pas. Oui, ça peut être estimé. On peut estimer que c'est une rupture d'égalité, effectivement. Mais alors, donc, la Corse n'a pas de CHU, c'est aussi une des raisons de cette demande. Oui, mais il n'y a pas que la Corse qui n'a pas de CHU. Bien entendu, mais ça représente 400 000 € et le problème c'est ces réponses qui sont constamment juridiques ou de constitutionnalité. On n'annonce pas quelque chose si on n'a pas abordé le dossier. Enfin, c'est ahurissant. C'est pour ça qu'il y a une mesure dérogatoire qui est mise en place pour le moment. Donc pour le moment, il y a une prise en charge. La problématique, c'est ce que disent la MSA. La problématique, c'est qu'il faut avancer les frais et c'est surtout, comme disent les membres de l'association, c'est que autant dans 1 an, dans 3 ans, stop, on mettra un terme à cette dérogation et puis on reviendra au point zéro, quoi. On a vu beaucoup de monde à cette manifestation. Peut-être plus parce qu'on était en campagne. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui étaient 2 heures avant aux cérémonies du 5 mai. Parce que beaucoup de monde concerné.
potentiellement aussi. Moi, je crois que Oui, on est sur un dossier. Mais ça touche tout le Ça monde. peut toucher Évidemment. tout le monde. Donc c'est normal qu'il y ait une mobilisation et elle est plus que légitime. Enfin là-dessus, il n'y a pas de discussion possible. D'ailleurs, c'est assez rare que l'on voit les personnes que l'on a vues là manifester devant les grilles de la préfecture. Oui. Ça dit quand même quelque chose aussi des rapports avec l'État en général. Ce sera là votre conclusion, Dominique. Merci à vous pour vos analyses. Même vous, Jérôme. Tous payent. Rivi, Stabultara, Azimana Kiben, buonasera et bon week-end à tutti. Azimana Kiben et Jean Vitus Albertini. Ringraziabi. Et Raoul.